Salut, c'est Antoine et je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo sur Poker Stratégie, ma chaîne YouTube dédiée au poker, au cash game essentiellement. Nouvelle vidéo, ça fait 4 mois que je n'avais pas sorti de vidéo et je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi et ce qui va arriver également dans les semaines à venir. Avant cela, comme d'habitude, je t'invite dès à présent à liker la vidéo parce que voilà, ça m'aide vraiment à faire connaître ces vidéos, à développer la chaîne, à m'encourager à continuer. Donc ça te prend une seconde de cliquer, donc je te demande de ne pas partir sans le faire. Ça, c'est sympa. T'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, il y en a plein qui regardent mes vidéos qui sont pas encore abonnés. Notamment parce qu'à 1000 abonnés, et on y est presque. Donc merci à tous ceux qui sont déjà abonnés à cette chaîne. À 1000 abonnés, je vais démarrer le streaming live. Je vais faire des sessions, un streaming live où tu pourras venir me parler. Alors évidemment, il y aura un petit décalage pour pas qu'il y ait de triche possible. Mais voilà, je ferai des sessions en streaming live. Puisque je suis maintenant éligible à la fibre optique, pardon. Et donc voilà, mon upload va être enfin bon pour pouvoir faire du streaming live, ce qui n'était pas le cas avant. Donc ça va arriver, mais j'attends quand même déjà d'être à 1000 abonnés minimum. N'hésite pas à laisser des commentaires, et vous êtes de plus en plus nombreux à laisser des commentaires, à simplement me remercier, à poser des questions ou à réagir des spots, il n'y a pas de souci, dès lors que c'est de la bienveillance, je t'encourage à le faire et vraiment ça aussi ça aide à faire vivre la vidéo, la chaîne, à la faire connaître et puis moi à m'encourager à continuer et puis je réponds normalement toujours à tout le monde. Voilà, donc tu as mon adresse mail ici comme d'habitude, je le dis à chaque vidéo, si tu galères vraiment en micro-limite à devenir gagnant ou ne serait-ce que V0, à ne pas perdre d'argent, voilà, rien n'est perdu, c'est jouable, ne serait-ce que d'être EV0, c'est franchement faisable, sans trop de travail. Par contre, devenir gagnant, c'est sûr, et monter sa bankroll, monter les limites, ça demande forcément un peu plus de travail. J'ai un contenu adapté pour ça. J'ai un type d'accompagnement aujourd'hui qui est mixé entre de l'automatique où tu te débrouilles tout seul, j'ai fait des vidéos, et du coaching avec moi en individuel. Donc si tu veux en savoir plus, tu m'envoies un mail et je t'expliquerai, on fera un rendez-vous ensemble, gratuit, sans engagement, pour faire connaissance, voir tes problématiques et je t'expliquerai voilà, ces façons que j'ai d'accompagner les joueurs. Et puis la petite nouveauté, j'en avais déjà parlé il y a quelques mois avant, mais je ne l'avais pas vraiment lancé, même s'il y avait des joueurs qui m'avaient dit qu'ils étaient OK. Là, je vais le lancer. J'ai décidé de faire, en tout cas pour septembre, le premier mois de coaching de groupe à 40 € par mois pour 4 séances. Donc ça fait 10 € la séance. La séance dure entre 1 heure et 2 heures en fonction du nombre de joueurs qui sont présents. Et s'il y a trop de monde, je ferai plusieurs groupes. Donc déjà, tu sais que pour 40 €, tu peux commencer à venir voir un petit peu, à réfléchir sur tes leaks, sur tes problématiques, à poser des questions, à montrer des spots où tu as eu des soucis, tu sais pas ce qu'il fallait faire, tu sais pas si tu as bien joué, tu comprends pas, même après une review. C'est l'occasion de montrer des spots, de travailler des spots que tu as des problèmes. Avec le coaching de groupe aussi, on apprend aussi des autres, des questions qu'ils se posent et qu'on ne se pose pas forcément, avec des spots qui montrent et que nous on n'a pas joué et qu'on serait bien embêté aussi. Des façons de penser qui nous permettent d'évoluer aussi. Donc tout ça est intéressant. Donc les séances de groupe, vraiment, ça a son intérêt. Donc voilà, et je pense qu'à 10 € la séance, je pense pas qu'il y ait moins cher. Donc j'abuse pas sur le prix, je pense pas qu'on pourra m'en vouloir. Je sais pas si ça continuera comme ça, mais en tout cas je vais démarrer comme ça. Donc vraiment si tu es intéressé, même chose, tu m'envoies un email à objectif-dvp@outlook.fr. Je t'expliquerai comment faire partie de ces sessions de groupe. Donc on va commencer dès le mois de septembre. Donc faut pas trop traîner si tu veux être présent dès la première. Voilà. Maintenant, on va aller sur les tables de Zoom NL10. Si vous avez déjà commencé une session, je vais la reprendre et je vais t'expliquer pourquoi. Voilà, j'ai pas fait de vidéo depuis quelques temps. La réponse est un petit peu là, là. Tu vois derrière moi. Je vais y arriver. Voilà, les petites guitares, il y a des amplis, il y a des amplis partout. Parce que tout simplement, voilà, moi je fais de la guitare depuis très longtemps. Et je mets les tables. Et en mai dernier, j'ai intégré 2 groupes différents. J'ai travaillé beaucoup en mai pour le premier groupe parce qu'on devait faire des concerts assez rapidement. Finalement, on va démarrer là, en septembre. Ça a pris plus de temps que prévu. Et j'ai trouvé un autre groupe, enfin c'est un duo, de quelqu'un qui compose ses propres morceaux. Et c'est plus acoustique, même si je fais de la guitare électrique aussi, dans certains morceaux. Je fais un peu j'ai fait quand même quelques solos de guitare électrique bien rock sur certaines, les plus péchues. Et je fais des solos évidemment sur ma guitare électroacoustique également, mais on n'est pas dans le même registre. Enfin, c'est vraiment un set assez
qui est vraiment pas mal, qui est en train de se mettre en place. On prépare 2 heures de concert là aussi, donc avec les autres j'ai 2 heures de concert, donc là c'est du AC/DC, c'est du U2, du Green Day, du Noir Désir, enfin plein de trucs, du blues rock avec Popa Choubi, trucs comme ça. Donc c'est assez blues rock, blues aussi, rock et hard rock. C'est que des reprises, c'est un groupe qui a beaucoup d'expérience, ça fait plus de 10-15 ans. Il y a un guitariste qui est parti, j'ai pris sa place en guitariste soliste, hein, donc moi je fais beaucoup les solos. Donc là c'est ok, j'ai bossé à fond, il y a du Ben Harper, il y a des choses comme ça. Et puis bah, l'autre c'est de la composition, donc ça demande beaucoup de travail de composer, mais bon ça y est, on arrive au bout, on a à peu près tout composé musicalement. Il reste plus que encore des paroles à écrire, mais ça c'est mon binôme qui s'en charge. C'est lui le chanteur principal, même si je l'aide un peu. Ça c'est une main en fréquence, je vais en parler, je ne vais pas l'ouvrir, je vais expliquer dans la vidéo pourquoi. Pareil pour 4 et 5. Ouais, ici c'est un spot au bouton, je vais quand même le prendre. Ouais, voilà, donc c'est un set de composition. Donc j'en reparlerai sur cette chaîne puisque je vais démarrer une autre chaîne YouTube à ce sujet. Et bah, je t'inviterai à venir me voir hein, si ça t'intéresse, si tu trouves que la musique qu'on propose est top. Alors dans un premier temps, ça sera encore un peu secret sur la musique qu'on prépare, mais je vais déjà faire des vidéos de guitare en attendant. Donc si ça t'intéresse de venir voir comment je gratouille sur les manches, eh bien bah, je te donnerai la chaîne bientôt. Ça va pas tarder à commencer. Ici je vais check. Donc voilà un peu ce qui m'a pris beaucoup de temps. Il y a autre chose aussi qui fait que pendant 4 mois il n'y a pas de vidéo, c'est que tous les ans, hein, mai, juin, voire juillet aussi, dans mon entreprise avec ma compagne, on se fait exploser de travail. On travaille du matin au soir, du lundi au dimanche, tous les jours, pendant 2 mois à fond, mais ça dure plus que ça, mais il y a quand même 2 mois bien durs. Voilà, donc systématiquement de mi-mai à mi-juillet, je ne peux pas jouer au poker, je ne peux pas faire de vidéo, donc ça c'est récurrent chaque année. Mais voilà, là il y a eu la musique en plus, donc forcément. Voilà, j'avais vraiment envie de ressortir un peu de chez moi, de revivre les concerts et tout. Le poker c'est bien, mais voilà, ça suffit pas pour moi. Je peux call un peu. Là on est face à SB, ouais. On peut call un peu. En plus, c'est un joueur récréatif. Si on fait un brelan, on a peut-être plus de chances d'arriver à le déstacker qu'un jeu régulier. Donc on défend la petite paire de 2 et puis on va la fold bien gentiment maintenant. Paire de 4 SB. On va l'ouvrir. Alors on va fold. Voilà. Bon après chacun ses passions, ses projets. Hein. Encore une fois, il y en a qui sont 100% poker. C'est pas mon cas. J'aurais pas fait une année à fort volume parce que j'ai voyagé décembre-janvier déjà. Fin avril, j'ai commencé à me calmer sur le poker parce que bon voilà, j'ai joué comme un à fond quoi. J'ai fait des grosses séances intensives pour apprendre le plus vite possible les reprises là, les rentrer les solos bien comme il faut. Encore j'ai du travail encore pour que ce soit vraiment top tout le temps. Alors, on va se concentrer un peu. MPS7 fold. Et bah, check. Big blind. Alors maintenant, on a quand même une petite gut shot, mais est-ce que ça vaut le coup vu son size? Non. Donc tout à l'heure, je parlais des mains en fréquence. Alors, on va faire cette vidéo sur le thème suivant. C'est que je ne vais pas ouvrir les fréquences au small blind, je ne vais pas ouvrir les fréquences UTG, MP et cutoff. Comme je l'ai dit, je vais quand même les garder un peu au bouton, parce qu'au bouton, on peut quand même arriver à voler les blindes, même s'il est récréatif un peu en jaune là. Tendance un petit peu quand même à call. Hein. On a vu tout à l'heure, c'est passé, j'ai gratté un pot. Pourquoi les mains en fréquence? Tout simplement, je vais me mettre dans la peau ici d'un joueur qui est quand même formé, ou qui est quand même avec de l'expérience au poker, qui commence à bien jouer, mais il n'arrive pas à être gagnant en NL2, NL5, malgré tout. Je parle pas de la NL10, parce que si t'arrives en NL10, en général, c'est quand même t'as un minimum de base qui t'ont permis de monter. Alors, je vais exclure de ça les joueurs qui se cavent
directement avec leur argent perso pour jouer un L10 parce qu'ils n'ont pas envie de jouer en dessous. Ça c'est un cas un petit peu particulier si je vais checker mon valet qui peut gagner au showdown. On va pas le bluffer. Big blind SB, roi 10, off, c'est une défense simplement. Il recheck, bon j'ai une grande chance de tomber sur un as parce que s'il avait fait flush il aurait bet. Ça peut être un 6. Mais je pense qu'on va pas gagner souvent, mais je pense pas qu'on peut le faire folder non plus. Donc c'est pour ça que je sais que même si j'ai perdu, je vais pas bluffer ici. Je pense que les joueurs ils sont pas capables. Ils sont passifs avec ces mains là, mais ils vont pas folder pour autant. Donc bah on check gentiment. Ici j'ai bien envie de le... On a roi 10, on a un kicker pas ouf. J'aurais un meilleur roi, je pense, j'aurais raise directement. Genre roi dame j'aurais fait, roi valet je sais pas trop. Roi dame, bon, as roi j'ai pas parce que même roi dame j'ai pas beaucoup en vrai. C'est vrai que j'aurais pu quand même... J'ai pas parce que j'aurais 3 bêtes. Est-ce que ça peut être bluffé ici encore, une main moins bonne que la mienne? Ah, c'est possible une main composée d'un as de carreau, ouais, forcément faut qu'elle se mette, j'arrivais tout à l'heure, c'est pour ça que je dis ça. Putain, mauvaise carte river, fuck. Du coup on va devoir folder. Est-ce qu'il peut checker un carreau ici pour me trap, pour me raise? L'ennui c'est qu'il faut mettre quand même cher. On a quand même un roi et je pense qu'on perd quand on check. Je pense qu'il va cool. Je sais pas si j'arrive à lui faire folder ça. Je suis sûr qu'il a ce genre de main. As roi, roi dame. Je suis quasiment sûr qu'il a ça. Je suis sûr que quand je check je perds, mais est-ce que pour autant il n'y a pas que ça à se dire? C'est... Est-ce que mon adversaire est capable... Ici, je pense qu'il y a des valets moins bons qui peuvent peut-être call... Ah ouais, faire un runner pick avec un as. Ok, on est en value. On est en value à la turn et le petit filou... Il a payé pour un 3 ou un as et il a eu l'as. Eh bien, GG à lui. Il a un peu payé hors cote et il va pas chercher son... l'argent supplémentaire river pour compenser. Ouais, donc c'est pour ça que je check quand même mon roi, parce que je suis quasiment sûr qu'il ne foldera pas. Ils vont faire le recall. Il faut déjà mettre un gros sizing pour arriver à faire folder un roi ici, et j'ai pas de pique en main. Ouais, non, parce que sinon j'aurais flush. C'est un peu chiant. Et je pense il check jamais un pique, donc c'est ça qui m'encourage à bluffer mon roi. Toutes ces deux raisons. Ici, je vais bet small, comme je le ferais si j'avais un as. J'en ai beaucoup dans ma range. Alors les fréquences donc, un joueur qui est bloqué un petit peu en NL2, NL5, ça veut dire qu'il n'est pas très bon post-flop, mais vraiment pas. Il n'est pas encore au taquet, peu importe s'il travaille déjà un peu son jeu, s'il n'est toujours pas EV0, ou si le EV0 il est bloqué, il n'est pas positif. Pourquoi j'enlèverais ces mains-là? Parce que c'est pas bien grave de ne pas les jouer. Déjà, d'une part, en micro-limite, c'est absolument pas grave de jouer un VPIP à 19. C'est vraiment, c'est gagnant. C'est gagnant de jouer comme ça. Pas de souci. Tu auras tout le temps, plus tard, en montant les limites, en montant ton niveau, de monter à 20, 22, 25, voire plus un jour. Vraiment, si tu es au top post-flop, tu pourras te rapprocher du 28, 29 de VPIP, tout en restant gagnant. Mais au départ, est-ce que c'est le cas? Bah non. Parce qu'en fait, c'est des mains EV0 pour un solver, déjà, qui joue bien. Bon, certes, contre un autre joueur qui joue bien, c'est ça la GTO, mais bah même lui, il est EV0 avec ces mains-là. Donc toi, si t'es pas bon post-flop et que tu galères, bah, tu vas les rendre EV négatifs. Donc en clair, tu joues volontairement des mains pré-flop, parce que t'as pas envie de les folder parce qu'elles sont sexy. Je pense par exemple à 9 et 10 suités UTG. Voilà. Je parie qu'il y en a plein qui la jouent, mais qui, si on regarde sur 300 000 mains, est-ce qu'ils gagnent de l'argent UTG avec 9 et 10 suités? La réponse sera non. Tout simplement. Bon, j'ai pris un combo comme ça au hasard, mais en général, ces mains-là, elles sont EV0. Hein, c'est EV plus à 0,05, c'est vraiment ridicule, quoi. Donc voilà, la logique veut qu'un joueur qui n'est pas bon post-flop, bah, il va rendre ces combos-là
EV négative. Donc en clair, il va perdre de l'argent à long terme. Donc autant pas les jouer. Ceci va tightifier donc tes ranges, va tightifier ton jeu. Est-ce que c'est un problème en micro-limite? Non. La plupart des joueurs font pas attention à ça, ils regardent leurs cartes, le board, machin. Quand bien même on te catégorise un petit peu tight, tighty chéré, qu'est-ce que ça change? C'est juste encore plus chiant à jouer, faut pas être trop neat, évidemment. Mais là je te dis pas de jouer 12, ok? On va quand même garder un 19 de VPIP. Et on est strong, on est bien solide, on vole les blindes au bouton quand même. Alors après, quand on est sur des tables classiques et qu'on connaît un petit peu mieux les spots, on peut profiter. Par exemple, la première position que je rajouterais des mains, ce serait peut-être OSB. Parce que je me retrouve seul avec Big Blind et je connais mon Big Blind. Et je sais que mon Big Blind, il est ultra neat et qu'il fold trop en Big Blind versus Small Blind. Là, ok, on va ouvrir les fréquences. On va même élargir la range. Si je connais bien mon spot au bouton, je connais bien Small Blind et Big Blind, je sais qu'il fold trop, je vais carrément aller vers du 75% d'open dans ce spot-là spécifiquement. Ça ne sera pas ta stat globale. Ici, ça a call, machin, on s'en va. Voilà. Il y a une deuxième chose qui est importante pour les joueurs qui galèrent comme ça. C'est pas forcément chercher à deviner les mains de tes adversaires. C'est de faire l'effort quand même, hein, de faire du hand reading, mais simplement faire un hand reading un peu grossier, je dirais. Ce qui est important en NL2, NL5, NL10, c'est d'être capable de jauger ta main, un petit peu comme tout à l'heure avec mon roi 10. C'est de savoir, par exemple, si tu as un hero call à faire, est-ce que vilain, quand il bet ici, est-ce qu'il a des bluffs? Si c'est une situation qui n'est jamais bluffée, bon bah déjà il a une main faite. Maintenant, est-ce qu'il va bet une main moins bonne que la mienne? C'est-à-dire soit la même paire que moi, mais avec encore un moins bon kicker, ou soit carrément une main encore moins bonne que la mienne. Si ta réponse c'est clairement non, tu dois folder, pas de hero call. Si en revanche la réponse est clairement oui, il y a plein de mains qui peuvent faire ça, donc il y a plein de mains que je bats, il faut hero call. Après ça dépend des sizing aussi. Hein. C'est quand même un petit peu un premier pas vers le hand reading, sans forcément découvrir tous les combos principaux. Voilà, là il peut avoir que ça comme combo, machin. Être précis comme un joueur pro le serait, même in-game, en sachant compter les combos et carrément calculer son équité et voir avec la cote de pot vraiment clairement ce qu'il doit faire. Avec les quelques secondes dont on a pour réfléchir, t'as pas besoin d'aller là pour gagner en NL2 et NL5. Ces premiers automatismes de réflexion de hand reading vont te permettre plus tard d'être plus précis, plus fin et d'être vraiment bon à ce jeu-là. C'est kiffant quand tu arrives à trouver les mains et tout, c'est marrant. T'as l'impression que tu as résolu le game quand ça fait ça. Bon là il a pas bête, hein, donc j'ai quand même envie de... On a envie de faire fold un 9. Il va falloir barrel plusieurs fois, mais là on bloque... bloque la... Alors il peut avoir des as... Quand la flush draw miss, ils aiment bien hero call, mais moi je bloque roi valet. Donc là il paiera peut-être pas deux fois ses paires, par contre sauf la paire d'as. Voilà, il a double paire. Forcément, c'est le combo qui va call. Est-ce que pour autant je regrette mon move? Non. Alors clairement, je pense que les joueurs savent pas folder un as. Hein, mais j'essaie de faire folder un 10, un 9, une paire de valets. J'essaie de faire folder toutes ces mains-là. Voilà, j'ai pas de bol parce qu'à la turn, il a flush draw, donc forcément, il call un peu tous les sizing. Et j'ai pas de bol, il fait double paire river, il snap call. Donc on le voit clairement. Voilà, à partir de double paire, ce joueur-là, il fold rien. Bon, on a tenté le coup, c'est pas bien grave. On a l'important aussi, c'est pareil, c'est un truc. Bon, là, je suis face à un espagnol, je vais pas le 3 bet light, cut-off. C'est des mecs qui vont tout le temps call ou 4 bet. Donc, on va se calmer un peu sur les 3 bet light. Mais on va quand même la défendre. Je sais plus ce que je vais dire du coup. Oui. Tu décides de faire un move comme j'ai fait là. Il est étayé par une réflexion qui est bonne. Ok, peut-être. Ça veut pas dire qu'en fait j'aurais dû faire ça. C'est-à-dire j'ai aussi l'option de ne pas le faire. Hein. Et ça, on peut l'expliquer aussi, par exemple. Voilà, je suis face à un joueur qui risque en NL10 de trop call telle et telle main. Finalement, ça ne devient pas rentable. Moi, j'ai estimé que je vais quand même call mon 6 parce qu'il peut me faire ça avec roi 10, dame 10, des choses comme ça, qui a checké au flop. Et puis là, il essaye de voir s'il peut gagner le pot de turn. Bon, il avait quand même le valet, ça va. GG à lui. 6-6 c'est trop bas. Voilà. Bon, moi j'estime que à chaud là comme ça, il faudra peut-être que je revoie la main à froid. J'aurais peut-être. Ça m'arrive aussi hein, d'avoir de pas être d'accord avec ce que j'ai fait. Hein.
En dehors des tables, comme je l'ai dit, on est toujours un peu meilleur en dehors des tables. On a le temps de réfléchir, à penser à tout et tout. On est toujours un petit peu meilleur. Paire de 10, je pense, contre SB, c'était un call. Hein. Donc moi aussi, ça arrive de pas être d'accord avec ce que j'ai dit in-game. Voilà, ça arrive, hein, tout simplement. Ça lui enlève des dames 10, roi 10. Par contre, j'ai pas de cœur, du coup, ça bloque pas. C'est pour savoir si je colle une fois ou pas. Je pense que oui, sur un versus un c-bet un tiers, je suis un peu obligé. Ici, c'est une overcard. On peut commencer à faire fold des petites pocket pairs, d'où l'intérêt de bet. Il c-bet pas la turn. On va checker. J'hésite à bet. On peut un peu value. On peut value des cœurs, on peut encore. Il y a encore quelques dames 10, roi 10. Il peut y avoir des paires de 9, paires de 8 qu'on fait ça. Bon, ouais, peut-être pas paire de 8, mais même paire de 9, je sais pas s'il va les 3 bêtes. Bon, là, il bet cher river, ouais, il a jamais. Enfin, il a très rarement dame 10. Par contre, il peut avoir as roi. Sur ce size river. Il avait peut-être prévu de check raise turn, donc. Au final, bon, voilà, on est arrivé à réaliser notre équité. Je pense qu'au flop, on doit défendre 75% de notre range hein, sur un c-bet un tiers pot. Est-ce que paire de 10 est dans le top 75% de ma range qui arrive au flop? La réponse est oui, donc je suis obligé de la défendre. Encore une fois, ça peut être un board c-bet 100% avec toute sa range. Bon, maintenant, est-ce que SB contre UTG, il a une range très large? Non. Il a quelques rois 10 quand même, il a quelques rois dames, il a quelques as dames. Voilà. Bon, bah pas grand chose. Hein. Alors là, jaune. Bon après, il suffit qu'il te remette un petit poil plus. Mais je pense pas que contre UTG, il s'amuse un peu trop à te remettre plus light que la théorie. Donc ne t'en veux pas parce que tu gagnes pas un coup, encore une fois, c'est là que je voulais terminer. T'as étayé un thinking process, t'as suivi ton thinking, t'as pris ta décision, tu le fais. Après la session, je dirais même 2 jours après, tu revois tes mains, s'il y a des mains que tu as eu des doutes le jour J, tu les tags et tu reviens 2 jours après. Tu les étudies et puis là tu vois si clairement tu as fait une erreur ou pas et après réflexion. Et puis si c'est le cas, c'est pas bien grave. Encore, t'as pas à t'énerver contre toi-même. C'est juste que ça peut t'apprendre quelque chose. Ça veut dire que tu as quelque chose à apprendre de cette situation. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui était soit pas intégré, soit pas compris. Donc c'est toujours des balises. Hein. Nos erreurs sont des balises qui nous permettent d'avancer, de progresser. Pour peu qu'on s'y intéresse, pour peu qu'on accepte de faire des erreurs. C'est comme ça que tu dois voir les erreurs. Pas qu'au poker, hein, dans la vie en général. Rater, c'est pas grave. Hein. C'est top si tu es capable de les regarder en face, tes erreurs, et de les analyser et de trouver des réponses pour t'améliorer. Et si tu fais ça, ben un jour, dans un domaine précis, tu feras plus d'erreurs et tu seras devenu au top dans ton domaine. Hein. Donc là, au poker, ce qui nous intéresse, c'est de regarder nos spots et d'essayer de trouver nos erreurs. Encore une fois, on peut jouer de plusieurs manières un spot parfois, et c'est ok du moment qu'on sait expliquer pourquoi et que cette explication est valable. Il y a des spots, on peut jouer de plusieurs manières. Notamment sur le préflop avec des as-roi, on peut parfois 4-bet, parfois just call, limiter la variance parce qu'on vient de monter de limite, on est un peu ric-rac, on s'est octroyé que 4 caves, donc on peut pas se permettre de jouer des pots trop high variance, donc on a envie d'aller voir le flop avec as-roi, c'est une main qui de toute façon va bien se défendre, parce qu'elle est forte, donc ok voilà, c'est pas une main faite, donc c'est pas comme paire de roi où j'aime pas trop flat, ou paire d'as. Voilà, donc si tu es dans ce cas-là, je t'invite à faire gaffe aux fréquences, aux mains que tu ouvres, et à enlever les plus pourries. Ne pas trop devenir nit, mais quand même, tu as le droit de strongifier tes ranges. Pas perdre de l'argent bêtement, les pots 3-way, 4-way, tout ça, on évite de bluffer. Il y a plein de joueurs à faire folder, c'est dur.
Donc on est un peu plus abaissé dans ces spots-là. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on bluffe pas les meilleurs spots, ça ne veut pas dire qu'on vole pas les blindes, ça ne veut pas dire qu'on 3 bet pas light ou 4 bet light, ça dépend des situations. On fait quand même le job du mieux qu'on peut. Dernier point que je voulais vraiment parler dans cette vidéo aussi, c'est un sujet qui j'ai échangé avec un joueur récemment, qui va, s'il voit cette vidéo, je pense qu'il la regardera, va se reconnaître. Parce que, bon, malgré que j'ai pas joué au poker et que j'ai pas fait de vidéo, j'ai quand même assuré. Alors, il y a des coachings, je préviens tout le monde qu'à chaque fois en juin, je peux pas coacher, que fin mai, début juillet, je peux pas. Hein. Mais les joueurs sont prévenus et c'est ok, c'est précisé entre nous avant même de la prestation commence, pour ceux qui m'ont pris une formation globale. Donc, j'ai quand même assuré ce que je devais faire avec les joueurs. Et puis il y a des joueurs avec qui je reste en contact, avec qui on continue de parler, d'échanger, et que je continue d'aider, notamment un peu sur le point de vue mental ou sur ce qu'ils n'ont pas encore bien intégré de tout ce que j'ai pu leur expliquer. Eh bien, la variance. La variance au poker, tu en entends parler très souvent, je pense, sur toutes les autres chaînes. Tôt ou tard, tu as entendu parler de la variance, il y a de la variance au poker, il y a de la variance au poker. Mais pour autant, les joueurs, même quand ils le savent, je pense que c'est une compétence à acquérir au poker, et parce que le poker est un jeu à variance vraiment très élevée. Il faut savoir que Cash Game, c'est là où il y en a le moins, je crois. Si je dis pas de bêtises, mais pour moi, c'est la variante où il y a le moins. Là, c'est une fréquence, donc je vais pas l'ouvrir. L'As 2, j'aurais pu la 3 bet de temps en temps. Mais bon. Je ne l'ai pas fait ici. T'entends parler de la variance, mais pour autant, quand tu la vis, c'est toujours très difficile pour toi. Et admettons, enfin, en tout cas, les joueurs à qui je discute de ça, ils ont beau le savoir, ils ont beau l'avoir entendu 1000 fois, quand ça leur arrive, ils reviennent vers toi et ils disent Ouah, je comprends pas, je sais plus quoi faire, il n'y a rien qui passe, je m'en prends plein la tête. Voilà. Et on remet tout en cause, et voilà. Alors qu'on a perdu 10 caves. Ok. Est-ce que c'est grave de perdre 10 caves au poker? Absolument pas. Il n'y a rien d'inquiétant à perdre 10 caves, c'est juste ce qui arrive. Ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Il faut savoir aussi que moins tu es bon au poker, donc c'est-à-dire plus tu es proche de lever 0 ou 2 BB100, 3 BB100, enfin plus tu as un BB100 théorique faible ou voire que tu es EV0, plus la variance va être élevée pour toi quotidiennement. Ça va être plus dur à vivre. Plus tu es proche du 10-12 BB100 à une limite, plus c'est confort parce que tu gagnes plus d'une cave toutes les 1000 mains et en moyenne. Alors ça du coup c'est un vrai bonheur parce que même si tu as des petites descentes de 5-6 caves, c'est bien grand max qui va t'arriver quoi. Donc voilà, mais c'est parce que tu es fort, tu maîtrises vraiment ta limite. Donc tu fais pas de grosses erreurs, tu dissémines pas des caves ou des grosses proportions de ta cave bêtement, tu vas gratter tous les pots que tu es censé gratter. Enfin voilà, tu as une agressivité mesurée et bien calibrée. Toi tu vas subir beaucoup moins la variance. Donc la variance elle n'est pas du tout égale pour chaque joueur déjà, à une limite donnée. Donc déjà ça c'est une chose. Et aussi les joueurs, ils ont entendu parler de la gestion de bankroll, ils le font, et c'est très bien, c'est le premier chose à faire. Puis après quand ils subissent de la variance, ils viennent te voir, ouais j'ai perdu 10 caves, je sais pas quoi faire, j'ai perdu 15 caves. Et tu leur dis mais mec pourquoi tu te fais une gestion de bankroll à 50, 70 caves, 80 caves, 100 caves? Pourquoi tu fais ça? Si tu t'inquiètes parce que tu perds 10 caves, sinon ça servira à rien de faire de la gestion de bankroll. Si ça devait jamais arriver de perdre 15 caves, pourquoi est-ce qu'on irait prendre 70 caves pour jouer une limite? Ça n'a aucun sens. Si on le fait, c'est parce qu'on sait que ça peut être ultra violent. Et pour autant, tant qu'on ne l'a pas vécu, et même je dirais pas vécu plusieurs fois, eh bien on comprend pas et on accepte difficilement. Donc je te le redis dans cette vidéo, la variance au poker inhérente à ce jeu que tu joues online ou en live, et plus le niveau est dur, plus le niveau est serré, plus la variance est élevée. Donc selon certains joueurs en live, elle serait un peu moins. Reste à vérifier. Le jeu reste le même. Hein. Quand les joueurs disent qu'en live la variance est moins élevée, c'est juste qu'ils veulent dire que la proportion de joueurs faibles qui font des grosses livraisons what the fuck est plus élevée. Ça ne veut pas dire qu'il
Ici, c'est truqué, et que les run-out qui tombent et tout, ça arrive aussi en live, je te le garantis. Hein. Par contre, ici, je vais le 3 bet, hein, parce que, bon, à part un brelan, ouais. On va pas lui laisser voir sa petite turn comme il a envie, là. On a le top double paire. Il y a flush draw, straight draw, il peut avoir des as moins bons qui ne sait pas folder. Là, il y a une note à prendre, il a snap fold en plus, donc clairement, un joueur qui a un peu fait n'importe quoi. D'ailleurs, il n'est pas tagué et ça se justifie pas ce qu'il a fait. Faire 5 sur 2 et snap fold. Un peu bizarre. En général, s'il fait un raise de ses bêtes, que c'est un bon joueur, il aura de l'équité, des choses comme ça. Donc, bon, peut-être parce que j'ai mis cher. Enfin, je mets cher sans mettre cher, hein, parce que j'ai cliqué sur pod. Pod, ça fait demi-pot pour lui. J'ai fait un coup de molette vers le bas pour que ça lui fasse moins de 20. Donc, c'est pas si élevé que ça, hein, le sizing que je lui ai fait. Faut pas croire. Bon, ici, on n'open pas 100%, mais on open quand même assez souvent. J'ai deux récrés à ma gauche. On peut estimer que le spot va être quand même intéressant à jouer. Donc là, j'estime pas que c'est une main en fréquence. C'est pas une pure fréquence de fold. Enfin, une très très faible fréquence d'open, pardon. Ici, par contre, ça devient forcément un fold quand on se fait 3 bêtes. Ici, je vais faire 1.5. Oh, j'ai cru qu'il allait me folder la paire de dames là. Voilà pourquoi c'est rentable de faire des carpos sur les pots monocolores. Même si j'avais le 6. Pas de pique, pas de dame, il se barre. Autant dire que on a besoin d'être bon, de gagner 16%. Est-ce que 16% du temps ou plus, il va fold? La réponse est largement oui. Donc accepte la variance. Plus tôt tu vas accepter la variance de jeu, plus tôt tu vas pouvoir te focus sur tes plays, sur tes thinking process. J'en reparlerai dans une autre vidéo, je ne veux pas déborder, mais la gestion de bankroll, j'ai modifié des comportements que j'avais chez moi. Et j'en parlerai dans une future vidéo. Tu dois te focus sur ta façon de jouer, de réfléchir les spots, ce que tu fais, ce que font les autres. Si tu fais une erreur, c'est pas grave. Tu me dis, oh, je coche la main, je la regarderai plus tard et j'essaierai de comprendre ce qui peut me permettre. Parce qu'il ne faut pas simplement comprendre son erreur. Il faut aussi aller chercher comment ne pas la reproduire. Hein, quelle est la question à se poser, par exemple, qu'on ne s'est pas posée et que si on se l'était posée, on aurait su répondre et on n'aurait pas fait cette erreur. Et ça, c'est de la résolution de problématiques. C'est pas simplement trouver ses erreurs. Trouver ses erreurs, bah on les trouve et puis ok, on passe à la suivante, on pense que c'est intégré. Mais non, tu vas pas intégrer la compétence comme ça. La pédagogie, c'est compliqué. L'apprentissage, les gens sont très très peu habitués. Enfin, je pense pas une critique. Hein. Le système éducatif français ne nous permet pas non plus d'avoir cette habitude d'auto-apprentissage. Encore une fois, quand tu fais des erreurs, il suffit pas de trouver ton erreur. C'est pas comme ça que tu vas apprendre. Il faut aller plus loin et essayer de comprendre bah, maintenant comment je vais faire pour pas reproduire cette erreur. Moi, le jour où j'ai compris ça, ça a changé un peu. Ça a changé l'efficacité de mon travail au poker en dehors des tables. Parce qu'au départ, je faisais ça. Je cherchais mes erreurs, je les trouvais, je dis ah merde, je fais une erreur là, et puis voilà, on passe à la main suivante. Et on se retrouve un mois plus tard à refaire la même erreur. Et on s'en rappelle qu'on l'avait déjà fait. Ça énerve un petit peu. Et après, on le refait encore une fois la semaine d'après. On se dit, ouais, je vais jamais y arriver, je comprends rien. Mon cerveau n'est pas fait pour ça. Enfin, on doute de tout. Après, on doute de soi. Et un jour, j'ai compris que ça m'a fait tilt, que non. C'était pas ça le problème. Le problème, c'est que j'allais pas assez loin. Et quand j'ai commencé à dire, ok, maintenant, quand je trouve une erreur, je me dis, ouais, super, j'ai un truc à apprendre. Maintenant, comment je vais faire pour pas la refaire? Il suffit pas simplement de la comprendre. Si j'open, mais clairement raté le board. Là, c'est intéressant parce qu'il check 2 fois et là, j'aime bien claquer l'overbet. Sur une carte qui touche complètement ma range. Moi, j'ai As-Roi, Roi-Dame, Roi-Valet. Si j'open les fréquences, j'ai Roi-9 suité.
se trouve, j'ai Broland 10, j'ai un peu de check flop, je dis CB turn. Ça marche vraiment bien. Depuis que je suis sur PokerStars, ça doit faire au moins 4-5 fois que je fais ça. Même dans les pots où j'ai just call, big blind contre SB par exemple. Ça marche vraiment bien, double check, bam, overbet. Ouais, je regardais pas le bon tableau, c'est un fold. Donc j'espère que tous ces petits tips vont t'aider si tu es dans le cadre du joueur qui commence à capter le jeu, mais malgré tout perce pas en NL2, NL5. Bah, je t'invite à faire ça, à te rapprocher du 19 de VPIP pour enlever les mains marginales en fait, les mains que tu vas avoir du mal à rendre vraiment gagnantes à long terme. J'insiste, à long terme. C'est-à-dire, oui, des fois, tu as gagné un pot avec telle main parce que tu as fait un truc qu'il faut pas faire, mais bon, bah toi, tu as gagné une main et tu te dis, ouais, c'est bon. Non, faut pas regarder qu'une fois, faut regarder à long terme. Hein. Et donc, je te le redis, long terme, c'est 300 000 mains, c'est un an de grind pour un mec qui tape dedans. Et c'est seulement là qu'on voit ça. Ici, c'est un 3x, donc cette main-là, je la folle. Puis tu vois, bon bah des fois, comme dans cette session, c'est pas passé grand chose, ça va, j'avais beaucoup de choses à raconter. Bah ça arrive quoi. Puis il y a des fois, on fait des caves dans tous les sens, ça accélère à fond. Il y a des fois, on se fait démonter, on perd des caves, pourtant on joue bien. Puis voilà, c'est le poker. Faut absolument pas regarder les résultats à court terme. D'ailleurs, je ne parlerai plus jamais de mes résultats à la fin des sessions des vidéos. N'a aucun intérêt. C'est hyper contre-productif, ça te fait tilter, démonter. Pire, les joueurs, et même moi, ça m'arrive aussi quand c'est vraiment un bad run qui est long, j'ai encore du mal aussi, mais quand les bad runs, voilà, sur une journée, deux, machin, genre, ça me fait plus rien du tout. Mais je suis pas en train de te dire que c'est facile hein, d'accepter bad run. Hein. C'est vraiment, je l'ai dit, c'est une compétence à acquérir, hein, mentale. C'est pas facile. Voilà, les joueurs vont arriver le lendemain avec du tilt encore de la veille ou dans la tête, dans un coin de la tête, le fait que ça fait 3 jours qu'ils sont en train de perdre, ils sont à moins 10 caves et... Enfin, faut se rendre compte quoi. Tu perds 3 caves le premier jour, c'est rien de perdre 3 caves, ça arrive. C'est courant de perdre 3 caves dans une session. Le lendemain, tu repères 3 caves. Bah, voilà, t'as pas perdu 10 caves dans la session, t'as perdu 3 caves, ça arrive. Et moi j'ai déjà entendu des joueurs pro me dire qu'ils sont tombés sur un gros fiche, ils sont restés à la table, ils ont perdu 5 caves, 6 caves en ligne droite, ils sont qu'au début de la journée. C'est des choses qui arrivent. Hein. Mais quand tu sais ce que tu fais et tu sais qu'à long terme ça va être ultra payant, bah tu continues. Puis le gars il se barre, bah, c'est pas grave, il reviendra, ou un autre un jour reviendra. Et ce jour-là tu seras en good run. Et ça, voilà, c'est comme ça. La variance c'est non linéaire. Hein. C'est pas parce qu'on a 70% de chance de gagner un coup qu'on va le gagner 7 fois, puis perdre 3 fois, 7 fois, 3 fois, 7 fois, 3 fois. Non, non. Ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Ici, je vais considérer comme si j'avais mis 3 bébés. Hein. Je vais mettre 14. Et ici, je pense qu'on peut aisément mettre 15. On prend tous les spots sans rec, mais bon, on aurait bien aimé avec paire d'as, en l'occurrence, se faire call par le SB, on aurait été IP avec l'initiative, un gros pot, c'était parfait. C'est le jeu. Donc détache-toi des résultats, on s'en fout. T'as compris, hein, regardez tes sessions, regardez. Je vois tellement, moi je participe pas au forum, hein, ça me gonfle, hein, mais ou même les chats Discord, j'ai jamais aimé ça, ça me plaît pas. Je préfère regarder des vidéos, mais bon, je commente rarement, hein, c'est pas bien. Parce que moi je t'encourage à commenter et puis je regarde pas de vidéos tellement sur YouTube aussi, il faut dire, c'est du contenu payant. Et je sais plus ce que je veux dire. Ça va me revenir. Ouais, voilà. Les joueurs sont tout le temps en train de regarder leur BB100. T'as combien de BB100, machin, BB100. Mais avant de regarder le BB100, gars, faudrait déjà avoir 300 000 mains de jouer, 250 000. Il est bouton, hein, il m'a call. Et je le dis toujours, pour ma part, je pense que...
malgré tout, quand tu auras tes 200, 250 000 mains, 300 000 mains, tu auras mis un an à les faire, tu n'auras plus le même niveau que sur tes 50 000 premières mains ou tes 100 000 premières mains de ce groupe de mains que tu prends en compte pour regarder ton bébé 100. Tu auras déjà évolué, donc bon, normalement, ça sera plus dans le positif, on va dire. Mais voilà, bref, t'as compris, hein, avant de regarder ton bébé 100 et qu'il veuille vouloir dire quelque chose, t'as le temps. Donc, 50 000 mains, laisse tomber. Regarde pas, t'embête pas avec ça. Ça, c'est une fréquence, je l'ouvre pas. Ça va te faire tilter en fait, parce que tu vas voir tes courbes, tes machins. Même la courbe, tu peux pas vraiment déduire grand chose. Avoir une redline qui tombe, c'est absolument pas un signe de leak. Ça veut pas, ça dépend comment elle tombe. Ça dépend des. En fait, moi je dis toujours, ok, bah, montre-moi les mains en question, on met un filtre, on va voir. Et c'est ces spots-là qu'on va regarder. Et c'est seulement là on va voir s'il y a des erreurs. Il y en aura certainement. Il y en a toujours. Mais c'est pas grave d'avoir une redline qui tombe un peu, tu vois. C'est pas. Si c'est compensé par une blue line qui monte en flèche, c'est largement plus rentable. Le mieux c'est d'avoir les deux qui montent, mais ça c'est un niveau... bah là on n'est plus en NL2 si on fait ça, hein, clairement. Hein. Si on est capable de faire monter la blue line et la red line, laisse tomber. Tu fais du 14 BB100, tu vas pas rester en micro, hein, donc tu vas très vite monter les étages parce que ta bankroll elle va suivre. Hein. Donc forcément on parle pas de ça en joueur micro limite, donc il faut rester un petit peu dans le contexte aussi, quoi. Et voilà, je pense que pour regarder ces courbes, on a très peu de sens. Pareil, fixer sur la courbe 2V, c'est pareil, c'est tellement difficile d'interpréter ce qui est pris en compte dedans. Je dis pas qu'on peut pas l'expliquer, mais c'est que c'est imparfait, quoi. Voilà, ça reflète pas forcément que la variance, la différence entre la verte et la jaune. Enfin, pour la plupart des trackers, en tout cas la ligne 2V et la ligne de gain réel. Parce que, par exemple, je te donne un exemple, si il y a plein de spots où tu pars à all-in un peu trop vite contre les récréatifs et que c'est avec des mains trop marginales, que c'est pas bon de le faire, tu augmentes ta variance. Et si dans ces spots-là, tu es souvent en flip et que tu les perds, bon, bah ça va écarter fortement tes deux lignes. Et tu vas me dire, ah, mais t'as vu comment je prends cher et tout. Et oui, mais peut-être que si on va voir les mains précisément, il y a des spots que tu as joués qui n'étaient pas bien joués. Que tu as pris trop de spots high variance. Qu'il y avait mieux à faire et à jouer autrement. Ça m'est arrivé l'autre jour sur une turn, je me suis un peu excité, je crois que j'avais top 2 et flush draw en plus, et je me suis dit ouais, c'est parti. Et en fait j'aurais pu le jouer carrément autrement, j'avais la cote directe, le gars il avait un brelan et j'étais vraiment juste. Alors, c'était pas horrible, c'était un flip, mais il y avait mieux à faire. À call, le move devenait EV+, parce que je gardais des mains dominées dans son range. Donc des fois c'est pas des grosses erreurs, mais c'est juste qu'on a pris un spot high variance qu'on aurait pu jouer autrement, un peu plus low variance, et du coup on fait beaucoup moins écarter ces deux lignes. Et on augmente moins la variance dans notre cas. Donc voilà, détache-toi des courbes, j'en reviens toujours à la même chose, c'est review ses mains et savoir le faire, savoir review ses mains, savoir interpréter les situations, savoir chercher des réponses quand on ne sait pas. Comme ça, à première vue, ce qu'il faut faire. Donc il faut utiliser des logiciels autres, comme Flopzilla, par exemple. Voilà, il n'y a que comme ça qu'on saura. Allez, je vais m'arrêter là. J'ai déjà beaucoup discuté, beaucoup expliqué de choses. Encore une fois, hein, si tu as aimé cette vidéo, si tu trouves intéressant ce que j'explique, il faut liker avant de partir de cette vidéo. Ça te prend 2 secondes, encore j'insiste à chaque fois. Ici, je vais peut-être faire exploitant. Je vais essayer de gratter 0,5. J'ai envie de le raise, mais qu'il a un petit stack. Je vais juste mettre 4,5, ça revient presque au même. Il faut grossir un petit peu moins le pot et je perds un peu moins si je dois vraiment laisser tomber. Ici c'est pareil, je vais faire un tout petit size, j'aurais pu faire encore moins. Simplement parce que ce genre de joueur, s'il est fit or fold, il a rien touché, il va s'en aller, même avec un petit sizing comme ça. Et turn, on va voir, si on gagne de l'équité, on continue, si on gagne pas de l'équité, on check. Ah bah il me raise, donc on continue pas ici.
on a vraiment une bonne cote avec des backdoors et un as qui peut être bon. Mais genre As-10 de trèfle, je fold pas, je pense ici. Mais As-7 avec juste une overcard. La cote est bonne, hein. Ça dépend ce qu'il a. S'il a déjà un brelan double paire et tout, on est trop loin. En fait, si un trèfle arrive et tout, permettons il a un brelan, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire tapis à la turn. Et ça va être un petit peu problématique. Perte 2, c'est trop bas pour ISO. Allez, on va pas tarder à arriver à la grosse blinde. C'est pour maintenant. Non, encore une main. Small blind, ça reste une poubelle. Ok, folle. Voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, tu ne pars pas sans liker, c'est vraiment très important. Tu t'abonnes à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour voilà, être au courant à chaque fois que je publie des vidéos. Ça m'aide à faire vivre la chaîne. Et encore une fois, je le dis, à 1000 abonnés, je commence les streaming live. Et puis tu as mon adresse mail juste ici en dessous si tu veux voilà, en savoir plus sur les offres de coaching que je propose. Si tu es intéressé de me contacter uniquement si tu es intéressé, on peut faire un rendez-vous pour faire connaissance. Tu me dis tes problématiques, je vois un peu ce qu'il en est, je te fais les différentes propositions, coaching à l'heure, coaching vraiment package complet, et au coaching de groupe. Si tu es intéressé par le coaching de groupe à 40 € le mois pour 4 séances, tu m'envoies un email, c'est toujours le même email. Tu me dis ce qui t'intéresse et je t'explique un petit peu la marche à suivre. Voilà, encore une fois, abonne-toi à la chaîne, c'est pas encore fait. Il y a plein qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés, il faut s'abonner. Voilà, pour du futur streaming live. En tout cas, d'ici là, je te souhaite good luck au table, good luck dans ta progression et à bientôt. Salut!